le prix d'État autrichien de littérature. C'est en 1967 que j'ai reçu le prix d'État autrichien de littérature et je dois préciser d'emblée qu'il s'agissait de ce qu'on appelle couramment le petit prix d'État, qu'un écrivain ne reçoit que pour une œuvre en particulier pour lequel il doit présenter lui-même sa candidature en déposant l'un de ses textes auprès du ministère compétent, c'est-à-dire celui de la culture et des arts, un prix que j'ai reçu à un âge où normalement on ne le reçoit plus, en l'occurrence vers la fin de la trentaine, alors que la coutume est plutôt désormais de l'attribuer à des auteurs autour de la vingtaine, ce qui est tout à fait logique. Bref, il s'agissait du petit prix d'État, comme ils disent, et pas de celui qu'on appelle le grand prix d'État, qui est attribué pour l'ensemble de l'œuvre, comme on dit. Personne n'était plus étonné que moi du fait qu'on m'attribuait le petit prix d'État, car je n'avais déposé aucun de mes textes, je n'aurais jamais fait une chose pareille, c'est complètement à mon insu que mon frère, comme il me l'a avoué plus tard, était allé déposer le jour de la date de clôture des dossiers mon gel à l'accueil du ministère des Arts et de la Culture sur le Minoritenplatz. J'étais tout sauf enthousiaste à la nouvelle d'avoir reçu ce prix, car il avait été attribué avant moi à toute une série de jeunes gens qui l'avaient grandement dévalorisé à mes yeux. Mais je ne voulais pas jouer les rabat-joie, et si j'ai accepté le prix, c'est aussi parce que sa remise était prévue 30 ans, jour pour jour, après son attribution à mon grand-père qu'il avait obtenu en 1937. C'est cette coïncidence piquante qui m'a incité à faire savoir au ministère que j'acceptais le prix avec le plus grand plaisir. En réalité, j'avais mal au ventre à l'idée de devoir recevoir à bientôt 40 ans un prix qu'on ferait mieux de réserver aux jeunes de 20 ans. Et plus généralement, j'entretenais des rapports tendus avec mon État, ce qui est toujours le cas aujourd'hui et de façon plus exacerbée encore. Le rapport le plus tendu de tous étant celui que j'entretenais avec notre ministère de la Culture et des Arts, que j'exécrais pour l'avoir connu de près et même de très près, et dont j'exécrais en premier lieu les différents ministres qui se succédaient à sa tête. Dans mes jeunes années, autour de mes 25 ans, j'avais assez souvent franchi la porte de ce ministère afin d'obtenir ce qui s'appelait une bourse de voyage étranger, car je voulais voyager beaucoup, presque sans interruption, et je n'avais pas l'argent nécessaire. Le ministère m'a accordé 2 ou 3 fois une bourse de ce type. Je lui dois très certainement 2 voyages en Italie. Mais à chaque fois que j'étais ressorti du ministère, j'avais maudit ces fonctionnaires et la façon dont y étaient traités les demandeurs de mon genre, et j'avais appris à le détester pour une foule d'autres raisons encore sur lesquelles je ne veux pas m'étendre ici. Les fonctionnaires qui y exerçaient me paraissaient suffisants et obtus, ne savaient pas de quoi je parlais quand je leur adressais la parole, et ils battaient tous les records de mauvais goût imaginables dans tous les domaines de notre art et de notre culture. Bref, je devais désormais me faire à l'idée de devoir un jour, au printemps prochain, aller chercher le prix d'État qui m'était attribué pour mon gel, que mon frère avait déposé à la loge du portier du ministère sur le Minoritenplatz pour je ne sais quelle raison absurde. Je ressentais comme une humiliation qu'il me jette désormais au visage le petit prix d'État, mais je ne voulais pas faire de vagues et du reste mon frère avait réussi à me convaincre que ce qu'il y avait de mieux à faire était de me laisser remettre le prix sans broncher. Je devais donc me résigner à recevoir mon prix, précisément au ministère, et des mains des gens que j'exécrais le plus. Je m'étais juré de ne plus jamais mettre les pieds dans ce ministère dans lequel l'abrutissement et l'hypocrisie continuaient de régner en maître, mais maintenant je me retrouvais dans cette camisole que mon frère m'avait passée. Plusieurs journaux avaient présenté la nouvelle que je recevais le prix d'État, comme s'il s'agissait du grand prix d'État, alors que ce n'était que le petit, qui m'humiliait. Cette pilule avait beaucoup de mal à passer, et pendant des semaines, j'en restais la gorge serrée. Mais je ne voulais pas m'exposer aux conséquences d'un refus, car ils m'auraient tous de nouveau décrié comme arrogant et mégalomane, ce qui est pour eux la règle. Encore aujourd'hui, ils me décrient comme arrogant et mégalomane, et peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis réellement mégalomane et arrogant, je ne suis pas en mesure de me juger entièrement. Mais quand bien même l'idée de devoir me rendre au ministère pour récupérer le petit prix d'État ne cessait de me serrer la gorge, je me sentais sauvé par le fait que le petit prix d'État aussi était doté d'une somme d'argent, d'un montant de 25 000 shillings à l'époque, dont j'avais, moi qui étais alors endetté jusqu'au cou et même au-delà, un besoin urgent. Avoir ou ne pas avoir ces 25 000 shillings, pensais-je sans cesse, et du reste, mon frère avait raison quand il disait que je devais aller récupérer mon prix sans faire de vagues, tout simplement en m'abstenant de tout commentaire. En mon fort intérieur, je pensais que le jury faisait preuve d'une impudence sans borne à mon égard en m'accordant le petit prix d'État, alors que bien évidemment, je ne me sentais, quitte à accepter la moindre récompense, c'était déjà une question qui me travaillait à l'époque, absolument disposé à ne recevoir que le grand prix d'État et pas le petit. Je
pensais que mes ennemis littéraires, au sein de ce jury, prenaient un plaisir maléfique à me renverser de mon piédestal en me jetant au visage le petit prix. Les gens qui abordaient le sujet avec moi pensaient tous que j'avais naturellement obtenu le Grand Prix d'État. À chaque fois, je devais affronter l'embarras de leur dire qu'il s'agissait du petit prix, celui que n'importe quel trou du cul ayant publié quelque chose avait déjà reçu. Et à chaque fois, j'étais obligé d'expliciter aux gens la différence entre le petit et le Grand Prix d'État. Et une fois mes explications terminées, j'avais l'impression qu'ils ne me comprenaient plus du tout. Je répétais sans cesse que le Grand Prix d'État récompensait l'ensemble d'une œuvre, comme on dit, qu'on le recevait à un âge avancé et qu'il était attribué par le Sénat des Arts, une assemblée qui se composait de tous les récipiendaires précédents du Grand Prix d'État. Et j'ajoutais qu'il n'y avait pas que le Grand Prix d'État de littérature, mais aussi celui des Beaux-Arts, comme on dit, celui de musique, etc. Quand les gens me demandaient qui avait déjà reçu ce Grand Prix d'État, je disais à chaque fois que des trous du cul. Et quand ils me demandaient de citer ces trous du cul, je leur citais toute une série de trous du cul qui leur étaient tous inconnus. Ces trous du cul n'étaient connus que de moi. Et ce Sénat des Arts est donc exclusivement composé de trous du cul, s'enquérait-il, puisque tu qualifies de trous du cul tous ceux qui y siègent. Oui, répondais-je, au Sénat des Arts ne siègent que des trous du cul, à savoir des trous du cul catholiques et nationaux-socialistes, flanqués de quelques juifs alibis. Ces séances de questions-réponses m'écœuraient. Et ces trous du cul, continuaient les gens, font tous les ans élire de nouveaux trous du cul au sein de leur assemblée en leur conférant le Grand Prix d'État. Tout à fait, répondais-je. Chaque année, de nouveaux trous du cul sont élus à cette assemblée, qui se nomme Sénat des Arts, et qui représente un mal inexpugnable et une absurdité perverse au sein de notre État. C'est une assemblée des plus grands nullards et salopards qui soient, disais-je à chaque fois. Oui, alors, et qu'en est-il du petit prix d'État, demandait-il alors. Et je répondais que le petit prix d'État était ce qu'on appelait un prix d'encouragement, dont les récipiendaires étaient entre-temps si nombreux qu'il devenait impossible d'en faire la liste. Et désormais, moi aussi, j'en fais partie, disais-je, car on m'a attribué le petit prix d'État en guise de punition. Mais de punition pourquoi, demandait-il. Et je ne savais pas quoi répondre. Attribuer le petit prix d'État à quelqu'un qui a passé la trentaine, reprenais-je, alors, témoigne d'une grande bassesse. Et pour moi qui ai presque 40 ans, cela relève d'une bassesse monstrueuse. J'ajoutais toutefois que je m'étais juré de faire front à cette monstrueuse bassesse et que je ne songeais pas un instant à refuser cette monstrueuse bassesse. Je ne suis pas disposé à refuser 25 000 shillings, dis-je. Je suis cupide, je suis faible, je suis moi-même un salaud. Les gens ne s'en tenaient pas là et insistaient. Ils savaient exactement où insister pour me mettre en rage. Le matin, ils me croisaient et me félicitaient pour mon prix et me disaient que le prix d'État de littérature m'était dû depuis longtemps, avant de marquer une pause lourde de sens. J'étais alors obligé d'expliquer que dans mon cas, il s'agissait du petit prix d'État, c'est-à-dire d'une vilainie et non d'un honneur. D'ailleurs, les prix ne sont jamais un honneur, poursuivais-je. L'honneur lui-même est une perversion. Dans le monde entier, il n'existe pas d'honneur. Les gens parlent d'honneur et en réalité, il s'agit d'une vilainie, quel que soit l'honneur dont il s'agisse. L'État qui couvre d'honneur ses zélés citoyens, en réalité les couvre de perversion et de vilainie, disais-je. Ma tante avait toujours eu une très haute opinion de notre État et plus généralement de l'État en tant que tel. Son mari avait été un haut fonctionnaire et elle réagit comme si j'avais reçu un honneur insigne lorsque les journaux annoncèrent que le prix d'État m'avait été attribué. À elle aussi, je lui expliquais qu'il s'agissait du petit prix d'État et non du Grand Prix d'État. Une nouvelle fois, j'essayais de mettre précisément en évidence la différence entre les deux prix. Après avoir terminé mes explications, je dis que ni le petit, ni le Grand Prix d'État ne valaient quoi que ce soit. Les deux étaient une vilainie et c'était s'abaisser que d'accepter l'un ou l'autre de ces prix. Mais j'avais un caractère suffisamment faible pour accepter le prix car je voulais accepter les 26 000 shillings. Ma tante était déçue de moi. Elle s'était faite une trop haute idée de moi jusque-là. Si vraiment je pensais ce que je disais, m'objectait-elle, je ne devais pas accepter ce prix. Absolument, lui disais-je, je pense ce que je dis et j'accepte quand même le prix. J'accepte l'argent car il faut accepter tout argent provenant de l'État qui chaque année jette de façon tout à fait absurde des millions et même des milliards par la fenêtre. Le citoyen avait parfaitement ce droit et je n'étais pas fou non plus. Nous avions un gouvernement au-dessous de tout, disais-je, pour lequel tout moyen était bon de se mettre en scène et de rester au pouvoir, même si l'État allait à volo, bien sûr que je prendrais ces 25 000 shillings à l'État. Que je m'abaisse ou pas, que je manque de caractère ou pas, disais-je. Ma tante m'accusait d'inconséquence. Il me fut impossible de la rallier à mon point de vue. À mesure que le jour de la remise du prix approchait, je passais des nuits sans sommeil de plus en plus insupportables.
Ce que quelques imbéciles s'étaient peut-être vraiment figuré comme un honneur, plus j'y réfléchissais, plus je le ressentais comme une infamie. Mise à mort serait un peu trop fort, mais infamie me paraît encore aujourd'hui le terme le mieux approprié. Tous ces jeunes auteurs de pièces radiophoniques de 20, 22 ou 25 ans, vêtus à la dernière mode que j'avais croisés dans la rue, avaient tous reçu le prix d'État. Ils faisaient comme si ce n'était que maintenant que j'accédais à leur cénacle, j'en étais taraudé. Et du reste, leur point de vue n'était pas faux. Mon gel n'avait pas récolté la moindre critique positive dans toute l'Autriche, bien au contraire. Dès sa parution, il avait été descendu en flèche par tous les journaux autrichiens, sans exception. Et pas en bonne place, comme je l'avais imaginé, mais quelque part dans un coin, en bas de page, où la nullité et le mépris ont de tout temps eu leur place. J'enrageais, avec l'absence de frein propre à ceux qui ne se dominent pas. J'enrageais jusqu'à l'extrême limite, mais je finissais toujours par me demander si au bout du compte, ces gens-là n'avaient pas raison. Peut-être correspondais-je tout simplement à ce qu'ils voyaient en moi. Je m'interdis pourtant de ressasser trop longtemps cette question. Le temps est impitoyable. Il l'était déjà à l'époque. Le matin de la remise de prix était arrivé. À cette occasion aussi, j'étais censé faire un discours, mais je ne suis pas un orateur et je ne sais en aucune façon faire de discours. Je n'ai jamais fait de discours, car en vérité, je suis bien incapable de faire un discours. Mais je devais faire un discours. Il était d'usage que l'écrivain qui obtenait ce prix, en même temps qu'un peintre, qu'un compositeur, etc., fasse un discours qui, dans la convocation du ministère, était qualifié de discours de remerciement. Mais comme à chaque fois que je devais faire un discours, je n'avais aucune idée de ce que j'allais y mettre. Cette fois encore, je m'étais creusé la tête durant des semaines pour trouver quelque chose à dire, mais sans aboutir au moindre résultat. Et que pouvait-on bien dire d'autre à pareille occasion, à part le simple mot « merci », qui en plus reste en travers de la gorge et de celui qui le prononce, et lui reste encore longtemps sur l'estomac. Je ne trouvais aucun sujet pour un discours. Je me disais qu'il fallait peut-être que j'évoque l'état du monde, qui, comme toujours, était relativement préoccupant, ou alors les pays sous-développés, ou la déliquescence du système de soins, ou encore la mauvaise santé bucco-dentaire de nos écoliers. Devais-je dire quelque chose au sujet de l'État en soi, ou au sujet de l'art en soi, ou plus généralement de la culture? Devais-je même peut-être parler un peu de moi? Je trouvais abjecte et répugnante toutes ces possibilités. Finalement, j'ai rejoint ma tante à la table du petit déjeuner et j'ai dit que je ne pouvais pas faire de discours, qu'aucune idée de discours ne me venait en tête, aucun sujet ne me venait en tête, rien ne me venait en tête du tout. Ça viendra peut-être après le petit déjeuner, a dit ma tante. Et je me suis dit oui, peut-être que ça viendra après le petit déjeuner. Je n'en finissais pas de petit déjeuner, mais toujours rien ne me venait en tête. Et là, au comble de mon désespoir, je me suis installé au bureau, près de la fenêtre, dans mon cabinet de travail, et j'ai tapé quelques phrases à la machine. Une nouvelle fois, je n'avais pas en main un discours, comme on me l'avait demandé, mais seulement quelques phrases. Seulement quelques phrases, dis-je à ma tante, embarrassée, à l'idée de lui lire ces phrases qui venaient de prendre forme. Mais de toute façon, je n'aurais plus eu le temps de le faire, car nous devions partir. Nous avons attrapé un taxi au coin de l'Obkerchergasse et de la Grinziger Allee, direction le centre-ville. Ce trajet était un trajet vers l'échafaud. La cérémonie de remise des prix se déroulait dans la salle dite protocolaire du ministère de l'Art et de la Culture et de l'Instruction. Lorsque nous sommes arrivés, tous les invités d'honneur, comme on dit, étaient déjà présents. Il ne manquait que le ministre, M. Pifel Pertchevich, un moustachu ayant précédemment occupé les fonctions de secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Styrie et qui avait été directement nommé au poste de ministre des Arts et de la Culture et de l'Instruction par son camarade de parti qui se trouvait être le chancelier. J'avais toujours abhorré ce Pifel Pertchevich, qui était incapable de terminer la moindre phrase sans commettre d'erreur. Je veux bien croire qu'il en connaissait un rayon en matière de veaux et de vaches de Styrie, de porcs, de haute Styrie et de cerfs chauffés au fumier de basse Styrie. En tout cas, il n'y connaissait rien en matière d'art et de culture, même si, à tout instant et en tout lieu, il n'avait à la bouche que l'art et la culture. Mais c'est un autre sujet. Le ministre à moustache pénétra dans la salle protocolaire et la cérémonie de remise des prix put commencer. Le ministre avait pris place au premier rang où étaient également installés les récipiendaires du prix, moi et 5 ou 6 autres. Cette remise de prix aussi commença par de la musique. C'était une pièce pour cordes que le ministre écouta, la tête penchée vers la gauche. Les musiciens n'étaient pas en forme et firent de nombreux couacs. Pour des occasions pareilles, on n'accordait même pas d'importance à une exécution correcte. Je ressentais douloureusement le fait que les musiciens fassent des couacs précisément dans les plus beaux passages de la pièce. Enfin,
la pièce se termina et le secrétaire du ministre lui glissa un petit bout de papier avec un texte qu'il avait sans doute écrit lui-même, ce sur quoi le ministre se leva, monta à la tribune et fit un discours. Je ne me souviens plus du contenu du discours. Il présentait tous les récipiendaires du prix, évoquait quelques éléments de leur biographie et citait quelques-unes de leurs œuvres. Je ne pouvais évidemment pas savoir si ce que le ministre avait dit des autres lauréats était exact, mais ce qu'il dit de moi était presque entièrement faux et grossièrement péremptoire. Il évoqua par exemple un roman que j'aurais écrit et dont l'action se déroulait sur une île du Pacifique, ce qui était pour moi absolument nouveau. Tout était faux dans ce que disait le ministre et manifestement son conseiller m'avait confondu avec quelqu'un d'autre, mais je ne m'en suis pas offusqué outre mesure car je suis habitué à ce qu'en de pareilles circonstances, les hommes politiques ne débitent que des propos ineptes et péremptoires. Pourquoi en serait-il autrement avec M. Pifel-Pertchevitch? Ce qui pourtant devait me blesser profondément, c'était les propos du ministre selon lesquels j'étais, et ça, je m'en souviens encore, mot pour mot, un étranger né en Hollande, mais qui vivait déjà depuis un certain temps parmi nous, c'est-à-dire parmi les Autrichiens, au nombre desquels M. le ministre Pertchevitch ne me comptait pas. J'admirais le calme avec lequel j'avais écouté le ministre. Il ne faut pas reprocher aux gens de la province leur provincialisme, mais lorsqu'ils se comportent avec une arrogance aussi inégalable que celle de M. Pifel-Pertchevitch, on est en droit de le souligner lorsque l'occasion s'en présente. Là, l'occasion s'est présentée et je l'ai donc souligné. Une morgue véritablement indescriptible se dégageait du visage fondamentalement stupide, insensible et béotien du ministre de la Culture lorsqu'il me présenta à l'auditoire. Mais probablement, dans ce cas aussi, personne, à part mes amis, ne savait que le ministre n'avait fait canonner publiquement à mon sujet des contre-vérités enrobées de stupidité. Il ne ressentait rien. Il se contentait de réciter le texte inepte concocté par son conseiller sur le ton monocorde qui lui était inné, une bévue, une bassesse après l'autre. Fallait-il vraiment que je m'inflige cela? Avant même la fin de l'allocution ministérielle, je me demandais s'il n'aurait pas mieux valu ne pas venir du tout. Mais cette question n'avait plus vraiment de sens désormais. J'étais assis là et je ne pouvais pas me défendre, je ne pouvais pas bondir de mon siège et lancer au ministre que tout ce qu'il disait n'était qu'ineptie et mensonge. Je ne le pouvais pas. J'étais attaché par des lanières invisibles à mon fauteuil, condamné à l'immobilité. Voilà ta punition, me disais-je. Voilà le prix que tu es obligé de payer. Tu as réussi à t'abaisser au niveau de tous ceux qui sont là dans la salle et qui, avec leurs oreilles hypocrites, écoutent religieusement sa sainteté, le ministre. Tu fais désormais partie de leur lot. Toi aussi, tu as rejoint cette engeance qui t'a toujours fait enrager et à laquelle tu t'étais toujours juré de ne pas te mêler. Tu es là, dans ton costume sombre, et tu encaisses, coup sur coup, un affront après l'autre. Et tu ne bouges pas, tu ne bondis pas de ton siège pour gifler le ministre. Je me conjurais intérieurement de garder mon calme. Je me répétais sans cesse, du calme, du calme, du calme. Je me le suis répété jusqu'à ce que le ministre eût conclu son arrogant affront. Il aurait mérité des gifles, mais il obtint un tonnerre d'applaudissements. Une nouvelle fois, les moutons applaudissaient leur dieu nourricier. Le ministre reprit place au milieu des crépitements approbateurs et maintenant c'était à mon tour de me lever et de gagner la tribune. Je tremblais toujours de rage, mais j'étais encore maître de moi-même. Je tirais de ma poche le petit bout de papier avec mon texte et j'en donnais lecture. D'une voix peut-être un peu tremblante, ce n'est pas impossible. Naturellement, mes jambes aussi tremblaient un peu. Or, je n'avais pas encore fini mon texte que la salle commençait à s'agiter. J'ignorais complètement pourquoi, car je donnais calmement lecture de mon texte, dont le thème était de nature plutôt philosophique, quoique marqué par quelques passages, je me rendais compte, un peu plus incisif, et à quelques reprises, j'avais prononcé le mot « État ». Je pensais, voilà un texte très calme, grâce auquel je pourrais, comme de toute façon personne ou presque ici ne le comprendra, m'éclipser sans trop faire de vagues. Il parlait de la mort et de sa toute-puissance et du caractère dérisoire de tout ce qui relève de l'humain, de la précarité des hommes et du caractère nul et non avenu de tout État. Je n'avais pas encore fini mon texte, donc, que le ministre avait déjà bondi, le visage cramoisi, s'était rué sur moi et m'avait invectivé en des termes que je ne parvins pas à saisir. Dans un état d'irritation extrême, il me faisait face et me menaçait. Oui, il s'approchait de moi, la main levée dans sa fureur. Il fit 2 ou 3 pas dans ma direction, puis fit abruptement demi-tour et quitta la salle. Sans que
personne ne l'accompagne, il s'était rué vers la porte vitrée de la salle protocolaire qu'il avait fait bruyamment claquer derrière lui. Tout cela n'avait pris que quelques secondes. Mais à peine le ministre avait-il de ses propres mains, et dans une colère suprême, claqué la porte derrière lui, que la salle plongea dans le chaos. Ou plus exactement, il y eut d'abord, après que le ministre eut claqué la porte, quelques instants d'un silence consterné. Puis le chaos s'était déchaîné. Moi-même, je ne comprenais pas du tout ce qui s'était passé. J'avais dû essuyer ici une humiliation après l'autre, puis j'avais lu mon texte, assez inoffensif, me semblait-il. Là-dessus, le ministre se fâchait et quittait la salle, furieux, et ses affidés se jetaient sur moi. Toute la meute rassemblée dans la salle, exclusivement composée de gens dépendants du ministre, bénéficiaires de bourses et de pensions, avec à leur tête les membres du soi-disant Sénat des Arts, qui sans doute assistaient à chaque cérémonie de remise du prix d'État, s'est ruée hors de la salle et a dévalé le grand escalier. Mais tous les gens qui se précipitaient à la suite du ministre ne manquaient pas, tout en se précipitant, de jeter au moins un regard noir dans ma direction, puisque j'avais apparemment été le déclencheur de cette scène embarrassante et de cette dislocation soudaine de la fête. Ils me lançaient leur regard noir et se précipitaient à la suite du ministre, et nombre d'entre eux ne se contentaient pas de regard noir, ils me menaçaient aussi en agitant le poing. En tout premier lieu, je m'en souviens très précisément, le président du Sénat des Arts, M. Rudolf Henz, un homme âgé de 70 ou 80 ans à l'époque, il se rua sur moi et me menaça du poing, puis se pressa avec les autres à la poursuite du ministre. Qu'ai-je bien pu faire ? Me demandai-je, abandonné au beau milieu de la salle protocolaire et me retrouvant bientôt seul avec ma tante et 2 ou 3 amis. Je ne voyais pas quelle faute j'avais commise. Le ministre n'avait pas compris mes phrases, et comme je n'avais pas utilisé le mot « État » dans un contexte obséquieux mais extrêmement critique, le ministre avait bondi et m'avait attaqué et s'était rué hors de la salle protocolaire et avait dévalé les marches. Et tous les autres, aux rares exceptions près que je viens d'évoquer, s'étaient précipités à sa suite. J'entends encore aujourd'hui le bruit qu'a fait la porte de la salle protocolaire en se refermant. Je n'avais encore jamais entendu une porte claquer si violemment. Je me retrouvais donc là, sans savoir quoi dire. Mes amis, ils étaient 3 ou 4, pas plus, ainsi que ma tante, s'étaient rapprochés de moi et ne savaient pas non plus quoi dire. Notre petit groupe s'est retourné vers le buffet, que flanquaient encore 2 ou 3 serveurs, probablement dépêchés par l'hôtel Zahrer ou l'hôtel Bristol, et manifestement pétrifiés dans un émoi extrême. Nous nous sommes demandé ce qu'il allait advenir de ce buffet auquel absolument personne n'avait touché. Il finira dans une maison de retraite, me suis-je dit. Mais c'est le ministre qui t'a brusqué, et non l'inverse, dit l'un de mes amis. Voilà qui était bien dit. Il a brusqué tout le monde, ai-je ajouté. Le ministre a claqué la porte tellement fort que les vitres ont dû éclater, me suis-je dit. Mais en examinant de près la porte de la salle protocolaire, je me suis rendu compte qu'aucune vitre n'avait volé en éclats. C'est uniquement le fracas de la porte de la salle protocolaire qui avait donné l'impression que les vitres avaient éclaté. Le lendemain, les journaux firent part d'un scandale qu'aurait provoqué l'écrivain Bernhardt. Un journal viennois dénommé Wiener Montag écrivit en première page que j'étais une punaise qu'il fallait exterminer. Le prix Anton Wilgans. Anton Wilgans est, tout comme Weinheber, un sous-Hölderlin des faubourgs viennois qui sied comme un gant à l'âme populaire autrichienne. Le prix qui porte son nom est attribué par la Fédération des industriels autrichiens, dont le siège se trouve sur le Schwarzenbergplatz à Vienne, dans un somptueux palais de la Gründerzeit, l'époque de la fondation de l'Empire. Une semaine avant la remise prévue du prix d'État autrichien à ma personne, le président de la Fédération des industriels, un certain Major Gundhoff, aujourd'hui décédé depuis des lustres, m'écrivit que le jury avait décidé de m'attribuer son prix pour l'année en cours, c'est-à-dire 1967. Le président terminait sa lettre par la formule usuelle, soulignant à quel point il se réjouissait de me faire part de cette bonne nouvelle. Il précisait en outre que je recevrais en temps utile une invitation à la cérémonie de remise et que le prix était doté de 25 000 shillings. Je ne me creusais pas longtemps la tête au sujet de Wilgans, dont j'avais une moins haute opinion que mes chers collègues écrivains au sein du jury, qui, pour une raison ou pour une autre absurde en tout cas, avaient eu l'idée de me gratifier du prix Wilgans pour l'année 1967. Dans les écoles autrichiennes d'art dramatique, il est d'usage que les élèves étudient Wilgans de façon très approfondie.
La plupart du temps, c'est dès le concours d'admission qu'ils apprennent un extrait de la pièce Pauvreté. À tout instant, ils récitent des poèmes de Wilgans, et lorsqu'il s'agit de célébrer une cérémonie d'État solennelle, que ce soit au Burgtheater ou au théâtre Josefstadt, ou même dans n'importe quel ministère, on peut être sûr que des œuvres de Wilgans figureront au programme. La conception assez sommaire que l'Autrichien se fait de la création littéraire a trouvé en lui, tout comme en Weinheber, une sorte d'idéal auquel il n'est pas question de déroger encore aujourd'hui, dès lors qu'il y a quelque chose à célébrer quelque part. Ce que les gens admirent chez Wilgans n'est pas tant son art, qu'ils tiennent pour véritablement extraordinaire, que le fait qu'il a été l'un des directeurs du Burgtheater. Personnellement, ce que j'ai toujours admiré le plus chez Wilgans, c'est son fils tromboniste. Un musicien absolument génial qui faisait partie des compositeurs les plus prometteurs de son époque. Or, de toute façon, je ne peux pas évoquer ici Wilgans lui-même, mais le prix qui porte son nom. Quelques jours avant la remise du prix d'État autrichien au ministère situé sur le Minoritenplatz, j'avais reçu l'invitation à la cérémonie solennelle au siège de la Fédération des industriels, une lettre pompeuse imprimée par la célèbre maison Huber und Lerner sur le Kohlmarkt qui mentionnait la présence en qualité d'invité d'honneur du ministre Pifel Pertschewitsch. Bon, si je veux, me suis-je dit, remplacer des vieux bâtons de fenêtre presque complètement vermoulus de ma maison, je dois accepter le prix, et j'avais donc décidé d'accepter le prix Wilgans et de me rendre dans le repère de Salonard du Schwarzenbergplatz. Ouais, si j'additionne les 25 000 de la Fédération des industriels aux 25 000 de prix d'État, ouais, ça me fera 50 000 en tout. La remise du prix Wilgans devait donc avoir lieu une semaine après la remise du prix d'État. C'était ce qu'indiquait l'invitation. Or, après la débâcle de la remise du prix d'État, dont j'ai déjà rendu compte avec le départ du ministre qui, dans sa fureur, avait violemment claqué la porte de la salle protocolaire, la Fédération des industriels sur le Schwarzenbergplatz avait soudainement perdu son invité d'honneur pour la cérémonie de remise du prix Wilgans, puisque ce ministre invité d'honneur s'était empressé de faire savoir qu'il ne voulait plus être l'invité d'honneur d'une cérémonie solennelle dont le protagoniste principal était un certain monsieur Bernhardt. Bref, il s'était décommandé et la Fédération des industriels se retrouvait sur le carreau. Or, comme la Fédération des industriels venait par là de perdre son attraction principale, en l'occurrence le ministre, elle ne voulait plus non plus de l'écrivain Bernhardt, que de toute façon elle ne comptait utiliser que pour se mettre hypocritement en scène en tant que grand mécène national. Qu'a donc fait la Fédération des industriels? Elle a tout simplement annulé la cérémonie et a envoyé une nouvelle série de cartons imprimés par la maison Huber und Lerner sur le Kohlmarkt, comme elle l'avait fait 2 semaines auparavant, sauf qu'il ne s'agissait plus d'invitation, mais de désinvitation. La cérémonie annoncée 2 semaines plus tôt était annulée, lisait-on sur ces cartons de désinvitation, comme il me plaisait de les appeler, toujours dans le même style de cours hispano-habsbourgeois en noir et or de chez Huber und Lerner. Comme à toutes les personnes initialement invitées, on m'envoya donc sans autres explications sur le pourquoi et le comment cette désinvitation, tout en me faisant parvenir le diplôme du prix sous la forme d'un minable rouleau envoyé en courrier ordinaire, également sans le moindre commentaire. Heureusement, ils avaient également procédé sans le moindre commentaire au virement sur mon compte des 25 000 shillings, une somme que j'estime beaucoup trop modeste au regard de la vilainie sournoise de toute cette affaire. Peu de temps après, je m'étais retrouvé au Café Museum avec Gerhard Fritsch, qui jusque-là avait compté au nombre de mes amis à la table même où Robert Musil avait coutume de s'installer. Et je lui avais demandé s'il entendait, après cette ignominie de la part de la Fédération des industriels, protester contre leur façon de faire, démissionner du jury et mettre à disposition son fauteuil. Mais Fritsch n'avait l'intention ni de protester, ni de démissionner du jury. Il avait 3 femmes, aux besoins desquelles il devait subvenir, m'expliquait-il, avec la ribambelle d'enfants qui allait avec. Il ne pouvait donc se permettre de se livrer à cet acte de protestation qui, à moi, me paraissait évident, ni de démissionner du jury du prix Wilgans, démarche qui me paraissait tout aussi évidente. Lui, le père d'enfants multiples et le soutien de 3 femmes extrêmement dispendieuses, m'accabla de jérémiades et me supplia de tenir compte de sa situation sur un ton qui me répugna profondément. Le pauvre homme, inconséquent, lamentable, pitoyable. Peu après cette entrevue, Fritsch s'est pendu à un crochet au-dessus de la porte d'entrée de son appartement. Le gâchis qu'était sa vie avait fini par le dépasser et l'avait réduit à néant. Discours lors de la remise du prix d'État autrichien. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il n'y a rien à célébrer, rien à condamner,
rien à dénoncer, mais il y a beaucoup de choses dérisoires. Tout est dérisoire quand on songe à la mort. On traverse l'existence, affecté, inaffecté, on entre en scène et on la quitte. Tout est interchangeable, plus ou moins bien rodé au grand magasin d'accessoires qu'est l'État. Erreur. Ce qu'on voit, un peuple qui ne se doute de rien, un beau pays, des pères morts ou consciencieusement dénués de conscience, des gens dans la simplicité et la bassesse, la pauvreté de leurs besoins, rien que des antécédents hautement philosophiques et insupportables. Les époques sont insanes. Le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique au fond duquel la bêtise et la brutalité nous sont devenus les éléments de notre détresse quotidienne. L'État est une structure condamnée à l'échec permanent, le peuple une structure perpétuellement condamnée à l'infamie et à l'indigence d'esprit. La vie est désespérance, à laquelle s'adossent les philosophies, mais qui, en fin de compte, condamnent tout à la folie. Nous sommes autrichiens, nous sommes apathiques, nous sommes la vie en tant que désintérêt généralisé pour la vie. Nous sommes dans le processus de la nature, la mégalomanie pour toute perspective d'avenir. Nous n'avons rien à dire, si ce n'est que nous sommes pitoyables, adonnés par imagination à une monotonie philosophico-économico-mécanique. Moyens à fin de déchéance, créatures d'agonie. Tout s'explique à nous et nous ne comprenons rien. Nous peuplons un traumatisme, nous avons peur. À juste titre, nous avons peur, car nous apercevons déjà, bien que confusément, à l'arrière-plan, les géants de l'angoisse. Ce que nous pensons l'a déjà été pour nous. Ce que nous ressentons est chaotique. Ce que nous sommes reste obscur. Nous n'avons pas à avoir honte, mais nous ne sommes rien non plus et ne méritons que le chaos. En mon nom et au nom des personnes distinguées en même temps que moi par ce jury, je remercie très expressément tous ceux ici présents.